Bonjour à tous, nous allons nous intéresser aujourd'hui aux stratégies à la disposition des entreprises pour se développer sur ces différents marchés. Avant de commencer, quelques repères importants à avoir dans le domaine de la stratégie, notamment en ce qui concerne l'entreprise et son environnement. Il est proposé ici de rappeler quelques notions clés utiles pour comprendre et analyser une stratégie d'entreprise, en commençant par l'entreprise elle-même et les questions de structure, culture et organisation, la définition de sa mission, les choix en termes de métier et activité, mais aussi la définition de stratégie à la fois au niveau global et par activité, et enfin les questions concernant le développement stratégique de l'entreprise avec les notions de voie de développement et de mode de développement. Tout d'abord, commençons par un premier élément de clarification avec la notion d'entreprise. L'entreprise doit se voir avant tout comme une entité juridique et économique qui peut disposer d'un statut spécifique qui lui confère des droits et des devoirs. L'entreprise peut être une société anonyme, une SA, une SAS, une SARL, une EURL ou une EI, avec un mode de gouvernance, c'est-à-dire en fait l'ensemble des relations qui peut exister entre la direction de l'entreprise, le conseil d'administration, les actionnaires et autres parties prenantes. L'entreprise, ici, essayant de mettre en place souvent des systèmes de contrôle et de surveillance pour garantir le respect de ses engagements vis-à-vis des différentes parties prenantes. Naturellement, le terme de gouvernance est souvent utilisé pour des sociétés de taille relativement importante. L'entreprise, c'est aussi une structure organisationnelle qui peut être diverse, de nature hiérarchique, fonctionnelle, divisionnelle, mais aussi matricielle ou en réseau, avec une dimension identitaire et culturelle spécifique qui en fait une entité à part au sein de l'environnement. Intéressons-nous ici à la mission de l'entreprise, qui est une notion fondamentale en stratégie. On peut définir la mission de la manière suivante. Elle reflète en fait l'identité et les finalités stratégiques de l'entreprise et elle vise ici à répondre à trois principales questions, à savoir qui sommes-nous, que savons-nous faire, que voulons-nous faire. Elle renvoie ainsi aux orientations générales de la firme, à ses métiers, son appartenance professionnelle et son identité. Elle traduit en clair la façon de voir et de penser de l'entreprise. Souvent définie en quelques lignes, elle sert à définir la vision de l'entreprise, ce qu'elle fait et ce qu'elle compte faire à l'avenir. Concernant la notion de métier, on pourrait définir ce terme de la manière suivante. Il s'agit en fait de l'ensemble des compétences et savoir-faire propres à une profession qui dispose d'une réalité économique identifiée et reconnue par l'environnement professionnel, qu'il s'agisse des clients, fournisseurs, concurrents, partenaires ou l'opinion publique. Le choix des métiers en termes d'orientation stratégique relève avant tout de la stratégie globale de l'entreprise. On parlera ici de corporate strategy. Cette notion de métier ne doit pas ici être confondue avec celle de domaine d'activité stratégique. En effet, la notion de domaine d'activité stratégique vise ici à définir un regroupement de produits-services ayant des caractéristiques communes, les mêmes types de clients, les mêmes types de ressources, les mêmes facteurs clés de succès, les mêmes concurrents potentiels, et qui permet ainsi d'élaborer une stratégie spécifique, une stratégie concurrentielle particulière, appliquée à la question de la business strategy. La stratégie globale ou corporate strategy peut ainsi se définir de la manière suivante. Il s'agit en fait de l'ensemble des décisions et actions qui orientent de façon déterminante et sur le long terme la mission, les métiers et activités de l'entreprise ainsi que son mode d'organisation et de fonctionnement. À l'inverse, la stratégie par activité se limite à un segment stratégique particulier. Elle correspond à une business strategy et elle vise avant tout à s'inscrire dans une stratégie concurrentielle qui peut être de nature offensive ou défensive. Il existe trois grands types de stratégies concurrentielles définies par Michael Porter. Les stratégies de domination
par les coûts, qui sont avant tout des stratégies d'optimisation des coûts via des logiques de réalisation d'économies de coûts et de synergie liées aux effets de volume et d'expérience. Les stratégies de différenciation qui visent quant à elles à proposer une offre qui se distingue de la concurrence par le biais d'une stratégie d'image adaptée ou d'une politique qualité, ou les stratégies de focalisation qui visent quant à elles à proposer une offre singulière sur une frange réduite de la clientèle dans une logique de stratégie de niche pour, au contraire, ici, se protéger de la concurrence. Dans ces différentes stratégies, l'objectif final reste le même, la recherche d'avantages concurrentiels distinctifs. Une fois définie la mission, les choix en termes de métier et activité, l'entreprise se doit de définir ses stratégies de croissance en répondant finalement à deux questions fondamentales. Où aller en termes de métier? Il s'agira là d'aborder des questions de voies de développement. Comment y aller? Il s'agira ici d'analyser les modes de développement. Les voies et modes de développement vont donc être ici étudiés de manière plus approfondie à travers un certain nombre de schémas. Les premiers schémas concerneront la notion de voie de développement et répondront à la question où aller en termes de métier. Les autres schémas porteront, eux, sur la notion de mode de développement et viseront à répondre à la question comment y aller, par quels moyens. Commençons tout d'abord par les voies de développement. Il existe ici différentes configurations possibles en termes d'orientation métier. La première configuration, la plus simple, est lorsque l'entreprise qui est sur un métier A décide de rester sur le même métier, à savoir le métier A, et donc de concentrer l'ensemble de ses investissements sur le métier d'origine. Comment s'appelle cette voie de développement? Métier A, orientation métier, le même métier, métier A. Comment s'appelle cette voie de développement? On parlera ici de la spécialisation, qui est une voie de développement qui présente comme avantage de proposer des objectifs clairs et simples à l'entreprise en misant sur les ressources existantes, ce qui permet souvent à l'entreprise d'avoir en fait une maîtrise des compétences et des savoir-faire dans le domaine, d'avoir vis-à-vis de l'environnement une image claire et limpide, dans la mesure où les différentes parties prenantes ont l'habitude d'associer l'entreprise à ce métier. Elle présente en revanche comme inconvénient d'être éventuellement concentré sur un métier qui, le temps passant, peut se trouver à un moment donné en phase de maturité ou de déclin. Deuxième voie de développement possible, il s'agit en fait du cas où l'entreprise qui est sur le métier A décide cette fois de s'orienter sur des métiers initialement réalisés par, premier cas de figure, ses sous-traitants, fournisseurs et équipementiers. Deuxième cas de figure, orienté vers des métiers initialement réalisés par ses réseaux de distribution, commercialisation. Ou troisième cas de figure, lorsque l'entreprise disposant du métier A décide de s'orienter à la fois vers des métiers initialement réalisés par ses sous-traitants et ses distributeurs. Comment peut-on alors nommer ou désigner ces différentes voies de développement? Vous voyez, le schéma sous les yeux permet en fait de visualiser ces différentes configurations. La première, l'entreprise est par exemple dans une logique de production, de fabrication et va s'orienter vers des métiers initialement réalisés par les sous-traitants, fournisseurs et équipementiers, c'est-à-dire avant le stade de fabrication et de production. Inversement, le deuxième cas de figure montre une entreprise au stade de la production qui décide cette fois de dépasser le stade de la production-fabrication pour aller vers des métiers initialement réalisés par les distributeurs et réseaux commerciaux. Le troisième cas est une entreprise qui décide de s'orienter à la fois vers les métiers avant le stade de la production, sous-traitants, fournisseurs, équipementiers, mais aussi après le stade de la production, c'est-à-dire vers un métier de distributeur réseaux commerciaux. Comment s'appellent du coup ces différentes voies de développement? On appelle ça les politiques d'intégration. Le premier cas de figure se nomme intégration amont, car on est en amont du stade de fabrication de production, d'où flèche vers le haut. La deuxième voie de développement s'appelle l'intégration en aval, c'est-à-dire qu'on est après la phase de production-fabrication, flèche vers le bas. Le troisième cas de figure est lorsque l'entreprise
fait à la fois l'amont et l'aval et donc a un contrôle sur l'ensemble de la filière. On parlera alors d'intégration verticale. L'intégration, les politiques d'intégration en général, présentent un certain nombre d'avantages. Elles permettent en amont de garantir les approvisionnements et en aval les débouchés, de manière générale de mieux contrôler la qualité des prestations, de l'amont vers l'aval, d'acquérir naturellement de nouveaux savoir-faire et d'augmenter le pouvoir de négociation de l'entreprise. Les inconvénients sont liés notamment à l'obligation de capitaux importants, au risque de lourdeur dans le fonctionnement et la gestion des activités, et certainement le risque le plus grave est la fragilisation de cette stratégie lorsque notamment les conditions économiques au sein de la filière sont mauvaises, qui du coup met en péril l'ensemble du modèle économique de l'entreprise. Intéressons-nous maintenant à un autre cas de voie de développement, celui dans lequel l'entreprise est toujours sur un métier A, mais décide cette fois de s'orienter vers un métier totalement différent du métier d'origine. A est différent de B, mais cette fois, on est hors logique filière, contrairement à la politique d'intégration. Les métiers sont ni des anciens sous-traitants, ni des anciens distributeurs. Comment s'appelle cette voie de développement où l'entreprise issue d'un métier A décide d'aller sur un métier différent du métier d'origine. On parlera ici de politique de diversification qui, en fait, peuvent avoir différentes formes, différentes politiques. Il existe des diversifications dites de proximité, c'est lorsque les métiers sont certes différents, mais en certaines proximités. Prenons l'exemple du métier de la forge qui s'orienterait vers le métier de la fonderie. Il peut aussi y avoir des diversifications dites concentriques lorsque les métiers sont certes différents mais qu'ils ont un lien soit technique ou technologique, soit un lien commercial ou marketing entre eux. Prenons l'exemple dans le domaine du ski de la marque Salomon qui était au départ spécialisée dans la fixation de chaussures de ski, puis après dans la fabrication de chaussures de ski, pour aller après vers la fabrication du ski, tout donc des domaines liés par des aspects techniques et technologiques, pour finalement après s'orienter vers le domaine du textile, anorak, blouson, bonnet, gants, c'est-à-dire des métiers certes différents, mais cette fois qui présentent un lien de type commercial et marketing lié à l'univers de la marque. Mais la diversification peut naturellement être aussi totale, de type industriel. On peut ici prendre l'exemple du groupe Lafarge, cimentier qui s'est orienté par la suite vers le domaine des biotechnologies, ou plus récemment le cas Bouygues, qui était dans le domaine du bâtiment et qui s'est orienté depuis aussi dans le domaine de la téléphonie. Enfin, il existe des diversifications de type financière. On parlera alors de diversification conglomérale, où là, les critères sont purement financiers. C'est une diversification qui a été fortement pratiquée, notamment aux États-Unis dans les années 60-70, et qui garde et conserve certains grands groupes de ce type. Je pense notamment ici au groupe General Electric, groupe américain donc, qui détient une trentaine de filiales et qui a des métiers aussi divers dans le domaine de l'énergie, du traitement des eaux, du transport, des équipements médicaux, de l'électroménager, mais aussi des chaînes de télévision, des services financiers, mais aussi des activités dans le domaine de l'immobilier. On voit bien donc que les métiers là sont très disparates. Ils sont simplement tous réunis et reliés que pour des raisons de rentabilité financière. Il n'y a pas de logique industrielle, commerciale ou marketing qui peuvent expliquer en fait des synergies potentielles entre ces différents métiers et activités. Généralement, une diversification a comme avantage et justification de s'inscrire dans des logiques de survie, notamment lorsque le métier d'origine est en déclin. Elle permet aussi de diversifier les risques pour l'entreprise, d'être parfois un placement à moyen terme lorsqu'il s'agit d'explorer des métiers en pleine croissance.
C'est aussi en fait une stratégie de capitalisation sur un nom porteur reconnu lorsque l'entreprise détient une marque corporate forte et décide ainsi de diversifier ses activités pour fidéliser sa clientèle. Prenons l'exemple du cas Bic, initialement dans les stylos, mais qui après s'est orienté dans les briquets ou encore les rasoirs. Voilà une synthèse d'ensemble qui reprend finalement les différentes voies de développement que l'on a vues. Premièrement, une entreprise qui est sur le même métier, elle était sur le métier A, elle reste sur le métier A, la spécialisation. Une entreprise qui s'inscrit dans une logique de filière, soit en amont, en s'orientant vers des métiers initialement réalisés par les sous-traitants, fournisseurs, équipementiers, ou en aval, lorsqu'elle décide plutôt de contrôler les débouchés et donc de s'inscrire vers des métiers initialement réalisés par les distributeurs réseaux commerciaux. L'entreprise pouvant d'ailleurs faire les deux, l'amont et l'aval, on parlera alors d'intégration verticale, mais l'entreprise peut aussi décider de s'orienter vers un métier B totalement différent du métier A, on parlera alors de diversification. Une remarque, il est d'usage aussi de parler parfois de diversification géographique, lorsque la diversification porte avant tout dans une volonté d'augmenter sa présence à l'international et de s'ouvrir à de nouvelles zones géographiques. Cette voie de développement s'appelle alors l'internationalisation ou diversification géographique. Intéressons-nous maintenant au mode de développement, c'est-à-dire à la manière de procéder une fois qu'on a choisi les métiers stratégiques sur lesquels l'entreprise souhaite se développer. La première option possible est la suivante, c'est lorsque l'entreprise décide d'atteindre ses objectifs en utilisant ses propres ressources, qu'il s'agisse par exemple de la formation, d'une politique de recrutement, du management d'équipe ou une réallocation de ressources en interne. L'idée maîtresse ici, c'est que l'entreprise ne fait pas appel à l'extérieur, elle n'a pas recours à des relations avec d'autres organisations. Comment s'appelle ce mode de développement qui consiste finalement à valoriser son personnel, ses ressources proches ou ses compétences internes avec différents leviers d'action comme des investissements en recherche et développement, un développement interne de nouvelles compétences, une politique de recrutement visant à intégrer de nouveaux collaborateurs, la formation d'équipes existantes, l'achat de nouveaux locaux ou d'usines, la mise en place d'un nouveau réseau de distribution, c'est-à-dire donc un mode de développement qui s'appuie sur ses ressources internes mais n'a pas recours à une aide extérieure avec d'autres firmes. On parlera ici de croissance interne qui, comme son nom l'indique, s'appuie avant tout sur l'entreprise elle-même sans qu'il y ait de recours marqué avec l'extérieur et notamment avec d'autres organisations. La croissance interne a naturellement un certain nombre d'avantages. Elle est peu risquée à court terme. Elle mobilise peu de ressources financières à court terme puisqu'on a recours plutôt à une logique d'autofinancement. Elle a le grand mérite de préserver l'indépendance économique et juridique de l'entreprise. Et enfin, elle permet aussi, d'un point de vue managérial, de motiver les collaborateurs en initiant de nouveaux projets. Ces inconvénients sont surtout le processus lent qui peut créer aussi des risques de retard par rapport à la concurrence et une trop forte spécialisation en misant avant tout sur des ressources familières et connues qui peuvent, dans le cas de variations importantes de l'environnement, apparaître à terme obsolète. Autre mode de développement, c'est lorsque l'entreprise décide cette fois d'atteindre ses objectifs en rachetant ou fusionnant avec une entreprise existante, présente dans les activités ou pays visés. Comment s'appelle finalement ce mode de développement où, dans la situation initiale, nous avons deux entreprises indépendantes sur le plan économique et juridique, et en situation finale, un seul ensemble avec un système d'autorité unique qui vise en fait à créer un partage de ressources entre les entités, à favoriser souvent des économies de coûts via des synergies de coûts ou de croissance et à consolider finalement les parts de marché. Ce mode de développement s'appelle la croissance externe qui, comme son nom l'indique, vise cette fois à recourir à l'extérieur, mais de manière marquée, puisqu'on passe de deux entreprises distinctes, indépendantes, à une seule, souvent sous le contrôle de l'entreprise initiatrice du projet d'acquisition, à savoir l'entreprise acheteuse ou acquéreuse. La croissance externe présente un certain nombre d'avantages, souvent opposés à ceux de la croissance interne.
C'est avant tout la rapidité en termes de développement qui est souvent mise en avant pour ce mode de développement. Elle permet d'acquérir de manière instantanée de nouvelles compétences. Elle favorise aussi des gains naturellement en termes de part de marché et renforce la taille critique de l'entreprise. Et enfin, élément non négligeable, elle permet mécaniquement d'éliminer un concurrent si les entreprises étaient issues du même champ concurrentiel. Les inconvénients sont surtout les risques élevés qui sont de tous ordres, naturellement financiers, prix d'achat, mais aussi organisationnels. Il y a souvent des questions de réorganisation qui sont nécessaires dans ce type d'opération, mais les risques peuvent être aussi culturels, liés aux différences de culture entre les deux sociétés regroupées. Malheureusement social, il n'est pas rare d'assister à des plans sociaux suite à une opération de fusion-acquisition. Le risque était naturellement aussi managérial, lié à la complexité d'une intégration post-acquisition. Autre mode de développement, c'est lorsque l'entreprise, cette fois, décide d'atteindre ses objectifs, mais en faisant appel à l'extérieur, donc avec des relations avec d'autres organisations, sans pour autant acheter la société partenaire. Comment s'appelle, du coup, cette voie de développement où il existe tout au long du processus deux entreprises qui restent indépendantes, qui restent distinctes. Il y a donc une préservation des entités sur le plan juridique et économique, même si on peut assister à des transferts de ressources importants entre les deux sociétés et qui donc permet du coup de bénéficier d'une dynamique collective. Comment s'appelle ce mode de développement qui s'avère du coup différent de la croissance interne et de la croissance externe? On parlera cette fois de croissance conjointe, basée donc sur des logiques de coopération, d'alliance, de partenariat, mais également de sous-traitance et de co-traitance, qui présentent un certain nombre aussi d'avantages et inconvénients, un peu différents de ceux de la croissance interne et de la croissance externe. Les avantages, à l'instar des fusions-acquisitions de la croissance externe, c'est l'apport naturellement de nouvelles compétences, puisqu'il y a une aide extérieure, on a recours à d'autres entreprises. Mais à la différence de la croissance externe, il y a un maintien de l'indépendance économique et juridique des deux entités. Il s'avère que donc la croissance conjointe, par rapport du coup à la croissance externe, est être une décision alternative beaucoup moins risquée pour l'entreprise initiatrice de ce projet. En revanche, elle présente aussi un certain nombre d'inconvénients. Elle dépend fortement des qualités du partenaire. Il n'est pas rare en fait qu'il y ait des conflits d'objectifs et d'intérêts entre les sociétés qui sont amenées à collaborer entre elles. Il y a toujours des risques d'opportunisme possibles avec des logiques de compétition où certes on proclame des logiques d'alliance ou de coopération, mais il y a derrière la coopération et l'alliance également des stratégies concurrentielles fortes qui peuvent se révéler être parfois dangereuses et destructrices de valeur pour les deux entreprises. Enfin, compte tenu de la complexité d'une relation interorganisationnelle, le risque managérial reste également présent avec des problèmes de coordination possibles entre les deux entités. Je vous remercie.